Et avec Pascal Joannin, on va revenir un petit peu sur cette allocution d'Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, Emmanuel Macron a annoncé des renforts militaires à Chypre, l'envoi du Charles de Gaulle vers la Méditerranée. Est-ce que c'est pour éviter que l'Europe soit entraînée malgré elle dans ce conflit? L'Europe est entraînée dans le conflit parce que les Iraniens, à l'issue d'un déclenchement d'hostilité avec les Américains et Israël, bombardent des cibles occidentales, pas que françaises, pas qu'américaines, pas qu'israéliennes, en effet, dans la région. Et donc, en effet, la France ou les Royaumes-Unis, principalement ces deux-là, ont eu en effet à réagir. Et donc, en effet, puisque l'Iran en vient à attaquer indirectement des intérêts vitaux français dans un territoire avec, on a une base à Abu Dhabi, on a d'autres présences à Djibouti, etc. Donc, en effet, on envoie un certain nombre de matériel pour l'instant, le groupe aéronaval avec le porte-avions et la frégate Languedoc, parce que même à Chypre, qui est un État membre de l'Union européenne, et comme il y a des bases britanniques historiques, en effet, il y a eu des cibles qui ont été frappées sur cette île qui est membre de l'Union européenne. Donc, en effet, l'Europe qui n'était pas présente le premier jour, y est présente le quatrième. Est-ce que c'est aussi pour des raisons économiques que ces renforts ont été envoyés pour tenter de sécuriser les voies commerciales maritimes? Alors, pour l'instant, c'est des intérêts d'abord de défense et de stratégie. Si on est là pour répliquer, si jamais on attaque vraiment les intérêts vitaux alors, de la France ou de ses alliés, hein, puisque c'est bien ce qu'a dit le président de la République hier, avec le Liban, avec en effet la Jordanie, Abu Dhabi, etc. Donc, si en effet certains de nos alliés avec lesquels on a des partenariats étaient victimes on pourrait en effet venir en leur aide. Et puis alors économiquement, en effet, il y a une conséquence, c'est qu'en effet le détroit d'Ormuz que tout le monde a découvert hier, c'est en effet là que transite à peu près 20 à 25% des hydrocarbures, etc. Et que du fait du conflit, en effet, ça tarit un petit peu l'approvisionnement. Il faut espérer que ça ne dure pas trop longtemps, mais là encore, ça va dépendre en effet de l'évolution de la situation sur le terrain. On a déjà eu des alertes à un moment donné quand il y avait sur la mer Rouge les Houthis, qui étaient des alliés de l'Iran, bombarder un petit peu tous les bateaux piécés. On a vu aussi pendant un moment quand il y a eu un problème avec un bateau chinois qui avait bloqué le canal de Suez, en effet la route maritime avait dû être déviée et qu'elle devait passer par le cap de Bonne-Espérance. Donc tout ça des enjeux, mais c'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est vraiment la sécurité et des questions de défense. L'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est ce qu'a déclaré en tout cas hier Emmanuel Macron. Pour quelles raisons, d'après le chef de l'État? Parce que l'Iran tente de se doter de la bombe nucléaire, parce que en raison de cette répression contre les manifestations en janvier dernier, pour quelles raisons? Alors il y a toute une série de raisons. La première, c'est qu'en effet, il y a en effet des négociations qui ont lieu et pour lequel, en effet, l'Iran ne montre pas vraiment une volonté de négocier, hein. Et que donc le président américain a estimé qu'il se faisait un peu rouler dans la farine par les Iraniens. Il y a cette affaire de programme nucléaire pour lequel il y a en effet des choses qui ont été promises par les Iraniens, mais dont ils ne tiennent pas parole, hein, ok. Et puis il y a en plus, cette répression qui a eu lieu depuis de nombreuses années, mais vraiment là au mois de janvier, où en effet les dirigeants, ou tout du moins certains cercles dirigeants, n'ont pas hésité à tirer sur le peuple. Donc tout ça a fait que l'Iran, mauvaise volonté, etc., les Américains qui étaient avec un président qui avait dit qu'il ne ferait plus jamais la guerre, enfin qu'il n'en initierait pas lui, se retrouve un peu en porte-à-faux puisque ça va à l'encontre de ce qu'il a dit. Mais voilà, ils ont décidé que là, les bornes étaient dépassées, peut-être aussi par une pression d'Israël qui avait intérêt, lui, à engager des choses parce qu'on sait que l'Iran a dit depuis très longtemps qu'Israël devait en effet être rayé de la carte, qu'il y avait du renseignement israélien qui était assez pertinent. On a bien vu qu'en effet, une des premières conséquences, c'est qu'en effet, ils ont su supprimer le guide suprême pour le premier jour. Donc c'est quand même avec du renseignement qui n'était pas seulement télécommandé de loin, mais avec du renseignement peut-être humain sur le terrain. Donc il y avait en effet un concours de circonstances qu'il fallait frapper là maintenant pour essayer de faire en sorte que l'Iran change.
Qu'est-ce que la France a à perdre dans un conflit qui pourrait durer en tout cas 4 à 5 semaines d'après Donald Trump? Alors, ces 4 à 5 semaines, c'est une estimation. À partir du moment où vous lancez un conflit, regardez en Ukraine, on en est à la 4e année. Hein, et Poutine avait dit que ça serait en 3 jours. Alors, c'est lui qui avait déclenché les hostilités. Donc oui, on a à perdre parce que l'Iran réplique de manière disproportionnée, c'est-à-dire au lieu de s'en tenir à Israël et les États-Unis, sont ceux qui ont lancé les hostilités, il répond un petit peu en fonction d'intérêts qui sont les siens, et donc d'essayer de mettre en avant un chaos dans la région. Avec, en effet, je m'en prends aux intérêts occidentaux, je m'en prends aux intérêts de mes voisins. Ils n'étaient pas forcément méchants, mais voilà. Et donc, ça crée une situation qui est difficilement contrôlable. Et donc, est-ce qu'ils ont les moyens, eux, de tenir dans la durée? Ou est-ce que là, ils tirent, en effet, leur dernière cartouche? Après, il y aura moins d'exactions. Mais là, compte tenu de ce qu'ils font, il faut bien qu'on réplique, ou du moins qu'on soit dans une position défensive, pour dire que si jamais ils atteignaient les intérêts, on puisse en effet répliquer et qu'on soit là. Le groupe aéronaval, donc c'est pas juste pour faire bonne figure. On avait vu les Américains faire la même chose avec le leur. Hein. Ils étaient prépositionnés depuis un certain nombre de temps, et donc là, les opérations étaient lancées alors que le groupe aéronaval américain était déjà là depuis un petit moment. Hier soir également, dans son allocution, Emmanuel Macron a regretté que ces opérations israélo-américaines aient été menées en dehors du droit international. Est-ce que c'est un nouvel épisode dans la mort lente de ce droit international? Alors c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé dans la région du Proche-Orient uniquement, hein, voilà, on se souvient qu'en effet il y a eu une guerre au Koweït en 1991 où en effet il y avait une résolution des Nations Unies pour en effet ce qu'avait initié Saddam Hussein à l'époque. On se souvient également qu'en 2003, quand il y a eu la guerre en Irak, même si en effet il y avait des divisions en Europe, hein, je vous rappelle, hein, mais il y avait aussi une résolution du Conseil de sécurité, etc. Il y avait un engagement de l'ONU, etc. Là, cette fois-ci, ça n'a pas été demandé par les protagonistes, ni Israël ni les États-Unis, et ça grince même des dents aux États-Unis, parce que le siège de l'ONU, il est à New York. Hein. Et donc, et puis parce que Trump avait promis de ne pas faire de guerre, et que dans l'électorat qui est le sien, je ne parle pas de l'opposition, mais dans l'électorat qui est le sien, on voit bien que même si elle peut être juste, cette guerre, on se dit, mais on vous aviez promis, etc. Donc, lui est dans une position qui est un peu délicate, si je puis dire, parce que soit, en effet, il a de très bons éléments dans son jeu qu'on n'a pas forcément, et il déroule ça, et on espère que pour lui, ça va bien se passer, parce que si ça se passe mal, il aura en effet le fait de ne pas avoir respecté le droit international, et surtout, il va avoir des problèmes intérieurs avec son opinion publique, à la veille, ou à 6 mois, c'est pas encore, mais à 6 mois d'élections de mi-mandat, qui ont lieu quoi qu'il arrive, et où en effet, il y a fort à perdre si ça se passe pas comme il le souhaite. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la position européenne, ou plutôt opposition européenne, puisque l'Europe est divisée sur la question. Hier, le chancelier allemand rencontrait Donald Trump à Washington. Il a bien sûr donné son opinion sur ces frappes israélo-américaines en Iran. Il s'est inquiété de l'impact sur l'économie mondiale, mais voici aussi ce qu'il a déclaré. On l'écoute. Der Iran verbreitet Terror. Das gefährdet unsere Partner. L'Iran répand la terreur. Cela met en danger nos partenaires, nous met en danger. Cette terreur s'exprime également par le fait que l'Iran soutient la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Nous avons donc affaire à un pays et à un régime qui sont personnellement responsables d'une part importante de la terreur dans le monde. Nous partageons donc les intérêts des États-Unis et d'Israël pour que tout cela cesse à un moment donné. On pouvait s'attendre à ce que le chancelier allemand s'aligne à peu près sur la position américaine? Alors, le chancelier allemand n'allait pas pour le dossier iranien. Hein. Quand il a prévu, c'était de longue date. Hein. Il y allait plutôt pour parler de commerce hein. et de droits de douane. Et de droits de douane. Bon, c'était pour ça qu'il avait rendez-vous avec le président américain. Bon, il se trouve qu'entre-temps, en effet, et ce qu'il dit, tout le monde le dit, c'est-à-dire on ne peut pas critiquer en effet une opération qui vise
à éradiquer un régime qui est un régime de terreur, qui est un régime qui s'allie avec des forces du mal mondiales, etc. Et qui, lui non plus, ne respecte pas le droit international. Parce que quand on parle de l'AIEA, qui est l'agence de l'énergie atomique, c'est aussi une agence de l'ONU. Hein. Donc on sait très bien que là, pour le coup, ils ont essayé de berner cette agence dans les contrôles sur le nucléaire. Parce qu'en effet, on ne reproche pas à l'Iran de faire du nucléaire civil, mais c'est du nucléaire militaire et donc avec des bombes, qu'il y a des règles. Donc le chancelier allemand, il est sur une ligne qui est toujours, voilà, je peux pas en effet dire que c'est mal ce qu'ils ont fait, puisque en effet l'Iran c'est un peu un des principaux acteurs du mal sur la scène internationale. Il y en a d'autres. Il y a la Russie, en effet, il l'a dit d'ailleurs, ils soutiennent la Russie. Enfin, tout le monde, ils critiquent pas la Russie. Donc voilà, donc personne peut, les pro-occidentaux ou les pro-démocrates ne s'opposeront pas en effet à ce qu'on essaye de régler le cas iranien, si c'est possible. Est-ce que depuis l'épisode, on s'en souvient, hein, il y a un an, de l'humiliation de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, un dirigeant européen peut se permettre de contredire Donald Trump aujourd'hui? Il y en a qui essayent, bien sûr. Je pense que compte tenu de ce que dit le président américain ou de ce qu'il écrit, etc., je crois que les Européens sont revenus aujourd'hui à une féodalité ou tout de moins une soumission aux Américains, et que donc, même si en effet il peut y avoir des atomes crochus de temps en temps, on sait très bien que les Américains, avec Trump, veulent en effet America First, et puis c'est comme ça, et que donc tous les autres, et donc nous Européens, et que nous on doit prendre en charge notre destin, donc on peut toujours dire au président américain qu'on n'est pas d'accord. On l'a dit au moment des droits de douane, on peut le dire à un certain moment, et que donc sur ce sujet, on peut lui dire tu as pas bien fait, mais compte tenu du fait qu'il y a une riposte iranienne, on va aussi venir en soutien si besoin, etc. Alors on l'a dit, hein, les Européens sont plutôt divisés sur cette question iranienne. Hier, Madrid a refusé aux États-Unis l'utilisation de leur base en Espagne. Donald Trump a donc menacé de rompre les liens commerciaux avec Madrid. Écoutez les précisions d'Alexandra Quarini. L'Espagne s'est attirée les foudres de Donald Trump. Et comme à son habitude, le président américain ne fait pas dans la demi-mesure. On va couper tous nos échanges commerciaux avec l'Espagne, on ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Seul pays européen à avoir directement condamné les frappes israélo-américaines en Iran, l'Espagne a refusé de donner accès à ses bases pour ses attaques, comme celle de Morón et Rota dans le sud du pays. L'armée américaine y a retiré ses avions ravitailleurs pour les rediriger ailleurs en Europe. Les avions ravitailleurs qui se trouvaient à Morón ou à Rota n'ont effectué et n'effectueront aucune opération de maintenance ou de soutien à ces attaques. L'Espagne dénonce une intervention militaire injustifiée, menée en dehors du cadre international. Et ce n'est pas le seul point de friction. La relation avec les États-Unis s'est considérablement tendue depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Tout a commencé lorsque tous les pays européens, à ma demande, ont versé 5% sur les fonds de l'OTAN, ce qu'ils devaient faire, et tout le monde était enthousiaste. L'Allemagne, tout le monde. Mais l'Espagne ne l'a pas fait, et maintenant, l'Espagne a déclaré que nous ne pouvions pas utiliser ces bases, mais c'est pas grave. Consacrer 5% de leur PIB à la sécurité et à la défense à l'horizon 2035, c'est l'engagement pris par les alliés de l'OTAN en juin dernier, sous la pression de Donald Trump. Un objectif non seulement déraisonnable, mais aussi contre-productif, avait jugé le Premier ministre espagnol dans une lettre adressée au secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Depuis, Donald Trump menaçait le gouvernement de Pedro Sánchez de sanctions, mais Madrid ne semble pas prête à céder à la pression et affirme par ailleurs avoir les ressources nécessaires pour supporter les répercussions d'un éventuel blocus commercial américain. Est-ce qu'elle est étonnante, cette position de l'Espagne ? Non, elle est un peu, j'allais dire, dans le droit fil de ce qu'on voit de Pedro Sánchez, en tout cas. Hein. De l'Espagne, c'est du gouvernement actuel. Hein. C'est pas la position forcément de tous les Espagnols. Mais en effet, sur Gaza, sur un certain nombre de points, sur en effet l'augmentation des budgets de défense à 5% après le sommet de l'OTAN qui a eu lieu au mois de juillet l'année dernière. Et là, c'est un nouvel épisode, en effet, d'une contestation par le gouvernement de Pedro Sánchez de ce qui se passe, etc. Alors, il n'a pas tort sur le fait qu'on n'ait pas respecté le droit international. Hein. Tout le monde l'a dit, y compris le président de la République française hier. Pour autant, il faut choisir son camp. Donc, est-ce qu'on est avec ceux qui veulent, en effet, se débarrasser d'une théocratie qui est peu amène avec le camp occidental, ou est-ce qu'on choisit d'être
neutre. Est-ce qu'on peut être neutre? C'est une bonne question de choisir, etc. Donc, en tout cas, aujourd'hui, l'Espagne semble être un peu seule. Il y en a peut-être un ou deux autres États membres. Mais je veux dire, c'est pas nouveau. Je parlais tout à l'heure de l'Irak en 2003. On se souvient quand même que là, la France et l'Allemagne, la France et l'Allemagne étaient, alors pas l'Espagne, hein, voilà, la France et l'Allemagne étaient contre, en effet, la guerre en Irak. Et que nous avions eu à des moments absolument de délit où, en effet, les Américains n'appelaient plus les frites, les French fries, mais les freedom fries. Bon. Et moi, je me souviens que j'avais dit, bon, en effet, il y a un blocage au niveau le plus haut, entre Chirac et Bush à l'époque, mais bon, on a repris des liens et tout ça revient à la normale après. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une réunion aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères avec leurs homologues des pays du Golfe, hein, puisque la première réunion était dimanche, et donc dimanche, les ministres des Affaires étrangères étaient là un petit peu en spectateurs et ne sachant pas très bien, en effet, quelle position prendre, puisqu'on les avait pas vraiment consultés, ils étaient un peu en dehors du jeu. Mais là, comme ils y sont un peu, il y a une nouvelle réunion aujourd'hui où on va voir, en effet, quelle va être la position des uns et des autres, compte tenu de leur implication ou de leur présence dans la région. Et avec, en effet, leurs homologues, parce que, en effet, il y a certains États qui ont des accords aussi avec des pays du Golfe. Et l'Espagne aurait beaucoup à perdre hein, s'il y avait une rupture des liens commerciaux avec les États-Unis. Alors oui, enfin, alors bien entendu, Donald Trump, il menace aussi quelque chose, mais est-ce qu'on peut couper du jour au lendemain tout, voilà. Lui, c'était un peu ça, les droits de douane, il en faisait, je les pose à 10, à 15, enfin bon, il s'est fait reprendre par la Cour suprême quand même. Donc c'est un jeu qui n'est pas forcément gagnant-gagnant pour lui, mais je pense en effet que pour les Espagnols, s'ils mettaient cette menace à exécution, ça serait aussi avec des répercussions négatives pour l'économie espagnole, qui au demeurant, en effet, va bien, compte tenu d'un certain nombre de choses qui ont été faites et dont ils ont profité pour avoir en effet des résultats économiques qui sont, je veux dire, impressionnants. Keir Starmer, lui, a autorisé les Américains à utiliser ces bases dans l'océan Indien, mais selon Donald Trump, il a pris trop de temps à se décider. Lui aussi en a pris pour son grade hier, Keir Starmer. Mais alors, c'est pareil. Bon, Donald Trump, il peut appeler Keir Starmer. Il partage la même langue, donc il n'a pas besoin d'interprète. C'est pas, je me dis dans quelle plus facile pour communiquer. Là, voilà, pour lui dire, écoute, voilà, j'ai besoin de toi, etc. Donc c'est un petit peu facile de dire, il intervient après. Mais pareil, Keir Starmer, il a été mis devant le fait accompli. Encore une fois, si on veut avoir le soutien de certains partenaires, même si c'est minuit moins le quart avant le gong, on appelle certains de ses partenaires ou ses alliés pour leur dire ça y est, on le fait, voilà. Et puis bon, on n'a pas le temps de s'adapter, mais au moins on est au courant. Là, ça c'est tombé sur la tête de beaucoup de gens sans avoir été prévenu. Donc il est normal que la première action, c'est de dire bon j'ai pas vraiment été bien traité. Et maintenant, les Anglais, ils étaient comme les Français, c'est-à-dire que comme ils étaient mis dans un fait accompli, ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Sachant qu'on est quand même des puissances, etc. Qui des deux ont des présences dans les États du Golfe depuis de nombreuses années, et c'est même depuis plusieurs siècles. Et donc voilà, ils sont tous les deux, en effet, en disant, mais voilà. Et puis, comme ils ont été tous les deux attaqués indirectement par l'Iran ou directement sur des bases qui sont des possessions françaises, Chypre, à Abu Dhabi. Voilà. Donc, on se dit, voilà, il y a une réplique, etc. Et ça va venir en soutien, même si au début, il dit, c'est pas bien. Il va être très content d'avoir à la fois un soutien de deux principales armées européennes, que sont celles de la France et du Royaume-Uni. En tout cas, Londres, Berlin et Paris plaident pour une reprise des négociations avec l'Iran. Est-ce que l'Europe est audible dans ce dossier? Alors, l'Europe n'est pas très en pointe, on va pas se le cacher. C'est pas le dossier sur lequel, en effet, elle a un rôle majeur. Ceci étant dit, quand on rappelle que à un moment donné, alors pas maintenant, mais évidemment, la guerre vient d'éclater, les conflits, donc on est au milieu d'une série d'actions militaires. Mais à un moment donné, il faudra bien, et c'est le rôle en effet de certains, de dire il faudra bien qu'on règle cette affaire et il faudra reparler entre diplomates, etc. J'ajoute que c'est un peu la même chose sur l'Ukraine, si on veut faire un parallèle. On a en effet Trump qui négocie, enfin pas lui, ses émissaires avec ceux de Poutine. Il s'aperçoit que Poutine, pour l'instant, n'a pas bougé d'un iota et ne cède pas, etc. Pour autant, il n'a pas décidé
de faire la guerre à la Russie. Bon, mais On voilà. ne devrait pas le décider après. Voilà. Mais en effet, il y a des négociations, quoi qu'il arrive, parce qu'à un moment donné, il faut bien essayer de trouver par des canaux diplomatiques, des voies, etc. C'est pas pour demain, ce n'est peut-être pas pour après-demain, puisque si tant que les armes parlent, on ne pourra pas parler de négociations, puisqu'elles ont été rompues. Donc c'est simplement pour le jour d'après. Justement, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour des négociations? Ben, il y en avait. Il y en avait. Le problème, Ouais. c'est que dans un jeu où vous avez un des partenaires ou un des négociateurs qui joue pas le jeu, ben vous avez vous avez Trump en l'occurrence, qui a dit ben non, là les Iraniens ne me mènent en bateau, donc voilà. Et donc il a décidé de passer à l'action. Voilà. Dans d'autres négociations où ça n'avance pas, on peut parler du cas ukraino-russe. Pour l'instant, les choses sont toujours au statu quo, puisque rien ne bouge. Alors sur le front, vous avez toujours un front où il y a, qui est figé. Vous avez des bombardements, vous avez des morts tous les jours, mais vous n'avez pas d'évolution des négociations. Et je ne pense pas qu'il y en ait tant que Poutine ne changera pas. En tout cas, Donald Trump, lui, a rejeté l'idée de négociation. L'Iran aussi, aujourd'hui, a affirmé qu'il voulait continuer cette guerre. Est-ce que c'est une bonne décision de l'Iran Est-ce que ce n'est pas un risque pris par l'Iran? Ah ben, de toute façon, l'Iran, de toute façon, s'il voulait négocier, il fallait qu'il négocie avant. Voilà, il fallait qu'il montre quelque chose avant que Trump décide. Là maintenant, comme Trump et Israël bombardent, ben forcément, eux, ils ont que le choix, c'est où en effet ils se rendent et il y a des négociations, mais qui seront pas forcément à leur avantage, ou ils essayent en effet de jouer une carte de riposte un peu tous azimuts, pour essayer d'arriver à une négociation dans les moins mauvais termes, toujours pareil. Hein. Mais là, en effet, bon, bah, les Iraniens aujourd'hui, enfin le régime iranien, dit je vais jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est surprenant parce qu'il y a une semaine, j'étais sur ce plateau, c'était même pas une semaine, c'était jeudi dernier, je rapportais les propos du ministre omanais des Affaires étrangères qui, lui, parlait d'avancées notables dans ces négociations. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où... Voilà. Il avait peut-être des informations que nous n'avions pas, parce que visiblement... En tout cas, les avancées notables étaient perçues par l'Omanais, pas par le président américain. Mais aujourd'hui, en effet, quand on regarde ce qui se passe, toute la zone... Enfin, on avait tout à l'heure, avec l'intervention du président de la République hier, une carte de la région. Vous avez en effet l'Iran qui s'attaque à tous ceux qui sont dans la région. C'est-à-dire qu'il ne vise pas qu'Israël. On pourrait penser qu'en effet, sa principale cible serait Israël, qui est l'ennemi selon lui, etc. Mais en effet, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, le Liban, c'est parce qu'il y a des proxys, on le sait, de l'Iran avec le Hezbollah, etc. Donc, on a de nouveau le Liban qui sort difficilement d'une période difficile, revenir avec en effet et là c'est inquiétant parce que là on peut se dire que c'est encore un mauvais moment pour ce pays. Vous avez Oman maintenant, voilà, donc toute la région est un peu embrasée parce que en effet les Iraniens, dont on ne sait pas quelle est leur stratégie, appuient sur des boutons, en effet, donc on vise des consulats américains, on vise des bases, on vise des intérêts des pays occidentaux dans la région. On va jusqu'à Chypre, qui est donc quand même un État membre de l'Union européenne. Donc c'est pour ça aussi que l'Union européenne, là, aujourd'hui, elle est interpellée. C'est-à-dire que de la même façon que dans la guerre en Ukraine, elle a été interpellée très vite, elle a répondu très vite. Là, il faut voir en effet ce que vont dire les ministres des Affaires étrangères. Il y a un Conseil européen qui se tient opportunément dans 15 jours. C'est là où se prennent des décisions, etc. Pour voir en effet quelle peut être la stratégie européenne dans la région, puisque c'est quand même des pays très voisins de la Grèce, de Chypre, et puis de nos intérêts dans la région, parce que en effet, les intérêts économiques, le pétrole, le commerce international, tout passe par là. Hein. Même ceux qui arrivent de Chine, ça passe, alors pas dans le détroit d'Ormuz, mais ça passe par le canal de Suez et la mer Rouge. Donc il y a des intérêts économiques qu'il faut défendre. Donc, en effet, la réponse européenne d'un acteur qui n'était pas aux premières loges et ni au premier plan est attendue à un moment, notamment sur les questions économiques et sur les questions militaires. Ça peut être en effet que les pays qui sont les plus impliqués ou tous ceux qui dépensent le plus pour leur défense ou qui ont une armée, etc., qui peuvent répondre au nom d'une garantie que le président de la République a d'ailleurs évoqué lundi. Hein. C'était donc un concours de circonstances où on a parlé du traditionnel, enfin, chaque président de la République fait pendant un mandat, donc il en a fait 2, le président de la République, un nouveau discours de dissuasion nucléaire, où en effet on voit une évolution, même si tous les présidents de la République avaient parlé de dimension européenne de la dissuasion, où on voit là en effet une dissuasion
avancer avec en effet certains pays, 8, hormis la France, qui se disent intéressés en effet. Donc on voit bien que sur ce concept de défense, la France est un peu leader, avec peut-être, mais le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, et donc peut être en effet un moteur pour parler des questions stratégiques. En matière économique, c'est en effet l'Union européenne qui l'est. Merci.